Je pense que la première chose à dire, peut-être de mon point de vue déjà, pour parler de cette exposition de Peter Wechsler, qui prend la forme d'une rétrospective, et je vais y revenir. C'est un artiste allemand qui est né en 1979. Il a donc à peu près 20 ans de carrière, qui est déjà un artiste reconnu internationalement, mais qui me semblait être très peu vu, très peu montré, et surtout dans toutes ses dimensions en France. On l'a montré, nous, déjà au Consortium, il y a plus de 10 ans, dans le premier almanach, avec une série de céramiques et des dessins. Mais entre-temps, depuis ce temps-là, j'ai vu très peu d'expositions qui comprenaient de grands ensembles de Peter Wechsler, et je me disais qu'il était temps de montrer non seulement la richesse, la qualité, l'incroyable subtilité de ce travail, mais aussi de profiter du temps qui nous était donné pour travailler ensemble, pour réfléchir ensemble, de penser ce que pourrait être une rétrospective à partir du moment où son travail déjoue toutes les notions de chronologie, de hiérarchie, de séquençage, d'évolution. Il y a une dimension d'anachronisme dans l'œuvre de Peter qui me semble être peut-être une des plus intéressantes aujourd'hui. Il vient d'une génération qui pourrait, on va dire, qui a une vision assez critique en fait de tous ces appareils scientifiques de compréhension, de représentation de l'art, de séquençage, cette idée qu'on pourrait penser l'œuvre d'un artiste au sein d'un grand ensemble à partir de son évolution. Or, la notion, par exemple, d'évolution dans le travail de Peter est constamment remise en question, souvent de manière très drôle aussi, avec beaucoup de distance, jamais d'ironie. Il y a un attachement à chaque chose, chaque technique, chaque matérialité, l'apparition de ces figures, de ces personnages, de ces récits. Il faut savoir que pour bien comprendre son œuvre, il y a toujours quelque chose qui a à voir aussi avec le langage, avec l'écriture. C'est un écrivain. Il écrit des nouvelles. Il y a toujours dans ses histoires, dans ses nouvelles ou romans courts, cette idée de ces personnages qui sont englués dans une histoire infiniment répétitive. Qui vivent l'embarras, la contrainte, des conditions, voilà, finalement assez, parfois un peu de mise à l'arrêt du mouvement. Les figures de Peter Wechsler, qu'elles soient humaines, animales, ont effectivement à voir avec cette idée de donner la vie, c'est-à-dire de l'animation. L'animal, c'est l'animation, c'est donner la vie, et en même temps, toujours dans un mouvement paradoxal. Ce mouvement s'arrête, ce mouvement se brise, et ces personnages se trouvent comme stoppés dans leur action, stoppés dans leur mouvement, avec ce petit fond un peu de cette espèce de sensation très sentimentale en fait, presque de tristesse ou d'embarras, de gêne. Ce sont des personnages fragiles. Le vampire du film qu'on voit dans l'exposition est un personnage infiniment vulnérable. Qui dit sa fragilité, qui l'assume. Et donc, toutes ces figures qui peuplent depuis 20 ans l'univers de Peter Wechsler, il me semblait que c'était intéressant et même beau, tout simplement, de les rassembler, de les réunir, de les voir ensemble, alors que il y a ici dans l'exposition beaucoup de pièces qui n'appartiennent pas forcément à la même série. L'exercice intéressant était de reconstituer une sorte de récit impossible, puisque la narration chez Peter Wechsler n'est jamais continue, elle n'est jamais linéaire, mais d'essayer de reconstituer, de s'amuser à essayer de tendre un fil entre toutes ces pièces, entre toutes ces œuvres, entre toutes ces figures, à partir en surjouant la fragmentation qui est déjà au cœur de l'œuvre. Et on voit surtout se déployer des médiums, des technicités, des matérialités incroyables qui ne font pas image.
Beaucoup d'œuvres aujourd'hui sont vues à travers leur représentation, à travers leur image. Et si on fait une image d'une pièce de Peter Wechsler, on n'en perçoit que 10% à peine. Donc là, il y a une expérience réelle à vivre autour de ces choses, ces boîtes, ces coffres à jouets, ces dessins qu'on regarde dans le détail, la petite fabrique des grenouilles, ces personnages auxquels il arrive des choses tout à fait troublantes qu'on ne perçoit qu'après avoir être resté attentivement face aux peintures, aux dessins et les sculptures qui sont à la fois alors avec des jeux d'échelle qui sont incroyables, des jeux aussi de dimension, de légèreté et de poids. Ce qui semble petit et léger est souvent une pièce en bronze extrêmement lourde et dense et solide. Il y a l'idée aussi de fragilité dans les représentations, dans les figures. Une rose est une rose en fait qui pèse parce qu'elle est en bronze. Une tempête, une vague, un mouvement, le vent dans un arbre peut soudainement prendre une épaisseur incroyable. L'expression d'une taupe devient une taupe aveugle qui s'efforce de lire, et on sent là tout de suite le poids de la fatigue aussi. Et toute la drôlerie qui se dégage de cet univers, une drôlerie très particulière. Peter Wechsler ne manipule pas les références comme bien souvent les artistes de sa génération, de manière un peu, on va dire, distante, savante. Il a son champ de lecture, de les œuvres qu'il aime appartiennent plutôt à la culture populaire. Il aime les blockbusters, il aime les romans de gare, il aime West Side Story, il aime évidemment Disney bien sûr, mais surtout parfois les films un peu ratés. Il aime tout ce champ d'émotions, de sentimentalisme aussi. Et ça me semble aussi être intéressant parce que beaucoup de gens perçoivent le raffinement de son univers à travers peut-être davantage qu'on appellerait l'art de la fin du 19e, un rapport à peut-être aussi aux représentations autour de la désindustrialisation. Et en fait, il y a moins, on va dire, une critique marxiste de la consommation ou du capital, ou qu'une vision très très émouvante en fait du travail. Il y a énormément d'évocation de la domesticité et énormément d'évocation aussi d'une forme d'appauvrissement, de misère. Les grands buildings en bronze de Chicago sont des logements sociaux dont l'utopie était de réunir dans de meilleures conditions le plus possible de personnes, et on sait bien que l'utopie s'est brisée. Donc il y a toujours cette dimension de la fatigue et du travail qui est là, mais je dirais à distance de toute critique sociale, politique évidente, même si forcément cette perspective sociale et politique est là, elle est présente. Elle ne se perçoit pas en tout cas immédiatement. On a articuler les pièces, les espaces, en brisant justement les séries, les ensembles, en brisant toutes les chronologies, à moins de lire attentivement les cartels. Il est très difficile de reconstituer donc un séquençage, savoir quelles sont les pièces récentes, à quel moment il arrêterait de faire du dessin pour faire de la céramique, il arrêterait la céramique pour faire de la peinture, ou il arrêterait de faire des films, ou il commencerait de faire des films pour écrire des livres. Ce rapport à la narration, il est à la fois, je dirais qu'il y a quelque chose du feuilleton du début du XXe siècle. C'est l'idée du feuilleton vous voyez, les mystères de New York, qui arrivent en même temps que la naissance du cinéma. Ces films font appel à des effets qui sont extraordinairement prosaïques. C'est-à-dire, on voit une scène de nuages. En fait, il a utilisé un aquarium dans lequel il a juste mélangé de l'eau et avec du lait. Voilà. Et puis, c'est une petite, je veux dire, un pas de côté
par rapport au délire numérique actuel, un pas de côté aussi par rapport à toutes ces questions d'images, de surplus d'images, de consommation d'images. Et ce pas de côté, moi, me suffit à le rendre parmi les artistes les plus importants aujourd'hui.